Bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro, avec aujourd'hui Claire Marinover pour parler des socialistes dans l'Algérie coloniale. Alors, je suis avec Claire Marinover, qui est maîtresse de conférence à l'Institut d'études politiques de Grenoble, pour parler surtout du livre qui est issu de sa thèse, L'Algérie à gauche, 1900-1962, paru au PUF, et qui est un livre très intéressant. D'abord, c'est un livre écrit avec beaucoup de clarté, qui se lit avec beaucoup de plaisir. Très intéressant aussi parce que c'est une histoire politique de l'Algérie, d'une partie de l'Algérie au début du XXe siècle, consacrée principalement aux socialistes algériens, on va en parler plus en détail, et une histoire politique très renouvelée. C'est pas une histoire politique traditionnelle, elle est très attentive aux acteurs, à leurs expériences, à leurs contradictions, aux dimensions concrètes de la vie politique. On apprend comment se passe une campagne électorale, un meeting dans l'Algérie des années 20 ou 30. Une histoire aussi attentive, et c'est une grande qualité, aux expériences de part et d'autre de la ligne de partage coloniale. Les Algériens figurent dans le livre, on va en parler aussi. Et enfin, c'est un livre qui permet de ne pas faire de contresens historique, qui en particulier donne beaucoup d'éléments pour démonter les tentations nostalgiques qui peuvent parfois exister vis-à-vis de la colonisation de l'Algérie. Donc un travail d'une grande richesse dont on va parler aujourd'hui. Alors je voudrais d'abord vous demander comment vous êtes venu à ce terrain de l'Algérie coloniale. Alors bonjour. Merci beaucoup de me permettre de parler de mon livre. Alors en ce qui compte, et merci de cette lecture qui me fait très plaisir. Mon choix de ce terrain est un petit peu difficile à retracer de façon exhaustive, mais il me semble qu'il procède de plusieurs choses, et notamment tout simplement d'un attrait pour l'histoire et d'une expérience de lycéenne fin des années 90, début des années 2000, où il me semble qu'on parle peu de l'Algérie. Et ensuite, je fais des études dans lesquelles je m'intéresse à la décolonisation, et je me retrouve à lire la thèse de Raphaël Branche sur la torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie. Alors déjà, je m'aperçois que faire de l'histoire, ça peut être ça. Je suis fascinée, ça m'enchante de voir que l'histoire peut avoir une telle place dans la cité, intervenir comme ça dans les débats. Et puis je m'aperçois que je connais très mal cette histoire-là, à la différence des épisodes qui me semblent avoir un petit peu vu à de nombreuses reprises, voire ressassé à l'image des guerres mondiales. La guerre froide, les guerres mondiales. Voilà. Et donc l'Algérie s'impose un petit peu comme ça, la guerre d'indépendance algérienne d'abord, puis l'Algérie de la colonisation, en venant plutôt d'une interrogation de l'histoire politique française. D'accord. Alors, cette interrogation d'histoire politique française, elle va se centrer dans le livre sur les socialistes algériens, dont vous dites à un moment dans l'introduction qu'ils sont, entre guillemets, des colonisateurs de bonne volonté. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer cette formule qui résume finalement un petit peu le projet du livre et l'attention que vous leur portez ? Alors cette formule, elle est intéressante, il me semble, parce que elle est utilisée à la fois par les acteurs et par ceux qui les regardent. Elle est utilisée par les acteurs, dans la citation qui ouvre le livre, où le délégué algérois au congrès national du Parti socialiste à Paris, en 1936, dit « Ce sont les hommes de bonne volonté qui vous parlent », ou je ne sais plus moi-même mon incipit. Et je retrouve cette même expression dans le livre d'Albert Memmi, en 1957, Le portrait du colonisateur. Voilà, dès maintenant, les hommes de bonne volonté sont à l'œuvre pour vous apporter plus de justice et plus d'humanité. C'est la citation de Marcel Régis en 1936. Voilà, merci. Et donc j'ai été frappée de retrouver exactement ces mêmes mots à 21 ans d'écart, en 36 et en 57 chez Memmi, sachant que ces acteurs se disent hommes de bonne volonté et que ça leur paraît tout à fait normal, plausible de se décrire de cette façon-là, tandis que Memmi, quand il parle des colonisateurs de bonne volonté, il dit que ce sont des gens qui occupent une place impossible dans l'histoire, ce qui en soi est impossible, en fait. Oui, ils pointent leur contradiction, c'est-à-dire des gens qui disent être de bonne volonté dans une entreprise coloniale qui ne peut pas l'être par nature. Exactement.
Et c'est ce qui m'a intéressée en fait. Quand j'ai décidé de m'intéresser d'abord à la guerre d'indépendance algérienne, j'avais pas du tout envie de faire une histoire militaire, mais bien plutôt une histoire sociale et éventuellement politique, mais à condition de considérer le parti et les mobilisations politiques comme finalement faisant partie du tissu social et culturel d'une société. Et ces socialistes m'ont intéressée parce que je me suis dit, tiens, ils ont une place qui apparaît en effet contradictoire, ils ont un engagement pour la justice sociale, et en même temps, ils tiennent leur rang dans une société parfaitement injuste, ou parfaitement sans doute pas, mais très largement injuste. Et je me suis demandé comment ces gens vivaient finalement ce qui apparaît désormais comme une contradiction. Alors vous avez choisi de les étudier sur un terrain particulier qui est la région d'Oran. Est-ce que vous pouvez dire de ce que la région a de spécifique? Pourquoi c'est plus intéressant? Pourquoi c'est un intérêt particulier de les regarder ici? Alors comme souvent c'est là aussi une histoire compliquée et notamment de circonstances, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questionnements où je me disais j'ai envie de comprendre la guerre d'indépendance, la colonisation, vraiment pas tant en faisant une histoire des institutions ou des militaires, des actions militaires, mais plutôt des populations, au plus près des populations, on m'a parlé d'un fonds d'archives, celui du secrétaire fédéral de la SFIO à Oran, Joseph Begara, fonds d'archives personnels inexplorés. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser au départ à la région d'Oran. Ensuite, j'ai évidemment rationalisé mon choix Mais c'est toujours comme ça, hein, quand on fait de la recherche, il y a des hasards, et puis ensuite on se rend compte qu'on peut l'inscrire dans une logique, et on peut en tirer des enseignements. Alors cette rationalisation, donc vous l'expliquez dans le livre, c'est un terrain particulier parce qu'il y a plus d'Européens? Il y a plus d'Européens. C'est la région d'Algérie, et a fortiori en fait de tout l'empire colonial français, où il y a le plus d'Européens, et où finalement la possibilité d'une rencontre existe, si celle-ci est possible. Et c'est ce qui m'a frappée, c'est la diversité du milieu européen, donc c'est un milieu qui est large, qui est divers dans ses langues, dans ses origines, puisqu'il y a une très très forte communauté d'origine espagnole, qu'il y a un bon nombre de juifs, une proportion importante également, et que dans certaines villes, comme la ville d'Oran, il y a une majorité française, citoyenne, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et donc le département d'Oran permet de penser peut-être différemment la situation coloniale et les relations qui se tissent. Oui, la coprésence, à défaut de coexistence, elle est plus forte, elle est plus marquée dans le temps. Alors à propos de ces sources, de ces papiers personnels que vous évoquiez, vous essayez, et c'est très intéressant, de faire une histoire qui ne soit pas une histoire institutionnelle du Parti socialiste. Mais du coup, en termes de sources, qu'est-ce que vous avez dû chercher pour sortir justement simplement des rapports de section ou d'une histoire par le haut, des structures? Alors finalement, j'ai eu cette grande chance de ne pas avoir de fonds d'archives des fédérations que... Oui, finalement, vous n'avez pas été noyé dans ce type de documentation. Tout à fait. J'étudie des fédérations, des groupes qui n'ont pas d'archives, ou alors qui ont des archives qui ont disparu, soit dans les transferts à Moscou, soit tout simplement aussi dans les transferts de l'Algérie à la France. Donc je suis forcée dès le départ de m'intéresser aux marches du parti et de ne pas faire une histoire des congrès et des prises de position, d'émotion, etc. Ce qui m'arrange, j'avoue, puisque mon but était celui-là. Je pense que ça arrange le lecteur aussi, ça rend une histoire très très vivante du coup. Alors, quelles sont ces autres sources que vous pouvez mobiliser? Donc j'ai fait un travail autour du parti, notamment dans les loges maçonniques, les loges du Grand Orient et de la Grande Loge de France, dans les associations qui gravitent aussi autour du milieu socialiste, en particulier la Ligue des droits de l'homme et la LICRA, qui sont très importantes à partir des années 1910 pour la LDH, 1930 pour la LICRA en Algérie, les archives de surveillance qui sont quand même très importantes et incontournables en ce qui concerne l'Algérie, c'est énorme, ce sont des kilomètres linéaires aux archives nationales d'outre-mer à Aix qui surveillent la vie politique avec toutes les précautions qu'il faut évidemment prendre pour critiquer ces sources. La presse également a été une source.
Et puis, de façon un petit peu marginale mais intéressante, les archives des consulats espagnols, assez importants du fait de la présence Oui, on va en parler, espagnole. le poids du facteur espagnol est très important. Il y a aussi quelques entretiens, alors j'imagine que c'est pas simple parce qu'il y a une distance temporelle maintenant très grande. Comment vous avez intégré ça ? Alors les entretiens, il y en a très peu en effet parce que tout simplement ces gens ont disparu. À une exception, j'ai pu parler plusieurs fois à un militant de la section d'Arzeux, Pierre Ramonino, qui est mort à 100 ans à Angers, alors que j'avais déjà pu correspondre et le rencontrer plusieurs fois. C'est Caldi Reynaud aussi, un personnage en haut en couleur de la Fédération d'Alger, plutôt au moment de la guerre d'indépendance. Disons que ces entretiens ont été des petites fenêtres. Oui, c'est pas au cœur du travail, voilà, mais ça permet d'éclairer certains points. Alors, ce qui est au cœur du travail, c'est la démarche prosopographique. Vous avez quand même essayé de restituer qui sont ces socialistes d'Algérie du 1er XXe siècle. Comment ça marche une prosopographie, a fortiori quand on n'a pas d'archives pour les faire ? Alors, c'est une vraie question. On a idée qu'on fait de la prosopographie quand on a des dossiers de personnel, des dossiers de renseignement pour, je sais pas, avoir un habitat à bon marché, etc. En fait, on peut faire feu de tout bois et faire aussi de la prosopographie et des raisonnements statistiques avec un corpus lacunaire. C'est ce que font beaucoup les antiquisants et les médiévistes, d'ailleurs, parce qu'ils fonctionnent avec de l'épigraphie, des inscriptions, des noms mentionnés qu'on retrouve, et puis en les ajoutant, on arrive à construire petit à petit un milieu en sachant qu'on n'a qu'une partie des gens. Oui, j'ai été très décomplexée par ça, en fait, par le fait de m'apercevoir que c'est surtout en histoire, enfin c'est de l'histoire antique que vient cette démarche qui aujourd'hui est très importante en histoire, et que donc c'était tout à fait légitime de le faire à partir de mes petits fragments. Et ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai ouvert un tableau Excel, tout simplement, où j'ai mis tout ce que j'avais, tous les noms que j'avais de différentes sources, de surveillance, archives privées, presse, en renseignant ce que je pouvais dire, d'où ils venaient, leur date de naissance, je l'avais parfois, leur métier, où ils habitaient, et puis surtout leur prise de parti, leur appartenance au Parti socialiste à certaines dates et aux associations, en fait, autour, Ligue des droits de l'homme, l'ICRA, mais aussi Congrès musulman algérien, qui n'est pas une association, mais une forme de front, on va dire, au moment du Front populaire, adhésion, enfin affiliation maçonnique, etc. Ce qui m'a permis, et c'était pour moi la richesse de la démarche prosopographique, pas seulement de faire un petit tableau, une sociographie, de dire tiens, globalement, ce sont des ouvriers, ce sont des couches intermédiaires, mais surtout de dessiner en fait un milieu et des réseaux, la manière dont ces gens interagissent entre différents cercles qui sont complémentaires parce que c'est le syndical, le politique, l'associatif qui se complètent. Alors justement, est-ce qu'à partir de ça, même si c'est évidemment très réducteur par rapport à la démarche prosopographique, est-ce qu'on peut essayer de faire un portrait robot d'un socialiste algérien de l'entre-deux-guerres ? Alors, c'est compliqué, et il me semble que c'est ce que je dis à la fin. On a un portrait robot qui est en fait dans la tête de tous les historiens de l'Algérie, de tous les lecteurs de l'histoire de l'Algérie. C'est l'instituteur algérien. C'est l'instituteur, socialiste, franc-maçon, fort sympathique, mais un petit peu à côté de ses baskets, en ce qui concerne la question nationale. Et tout ce qui, justement, moi, m'a intéressée, c'était de compliquer cette image. De nuancer cette image et de brosser un portrait un petit peu plus réel, plus vif en fait de ce personnage qui en effet est souvent un homme, combine souvent le syndicat, le parti, la loge maçonnique, et le plus souvent un Français, mais bon, parfois est une femme, parfois est un Algérien, parfois enseigne l'arabe, parfois est un lettré musulman qui ensuite s'intéresse à la politique métropolitaine. Mon idée était justement de complexifier un petit peu. Alors vous le faites aussi d'ailleurs à partir des lieux, en montrant que le socialisme de cette région s'inscrit aussi dans des lieux particuliers. Je pense à cette ville ouvrière, ville minière plus précisément, Benissaf dont vous parlez, où il y a le premier maire socialiste de la région, si je ne me trompe pas. Donc il y a ce milieu social qui n'est pas seulement celui des classes moyennes, mais aussi vraiment enraciné dans le monde du travail. Oui. Alors, la ville de Benissaf abrite a priori la première municipalité socialiste, c'est une des rares municipalités socialistes, donc à partir de 1929. Il y aura quelques municipalités France combattantes après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est quand même globalement un phénomène minoritaire, sachant que si on veut brosser, aller un peu vite, mais résumer, la colonie européenne en Algérie
et de centre droit, hein, et voire à droite. Et donc ce village de Benissaf, il est intéressant, cette petite ville, parce que c'est vraiment une ville qui s'éprend du socialisme et élit ce maire, et puis la ville semble devenir socialiste. Bon, la toponymie est intéressante, puisqu'en plus on y voit l'influence espagnole. Il y a la rue Georges Jaurès, mais il y a aussi la rue Pablo Iglesias, et puis il y a toute une vie sociale qui se tisse autour du parti, les défilés, les chants, le carnaval, donc aussi avec la reprise de traditions populaires espagnoles, et un milieu qui est aussi assez particulier, puisque c'est un milieu ouvrier, un milieu minier, en l'occurrence, qui est un milieu plutôt, là encore, plus susceptible d'avoir, notamment dans les relations de travail, des relations avec les populations soit marocaines, soit algériennes, qui travaillent également dans les mines. Alors vous l'avez dit, c'est une sociologie politique, l'Algérie plutôt à droite, et ça ne va pas de soi d'être socialiste en Algérie. Vous montrez que cette vie politique est tout sauf pacifiée. Est-ce qu'on peut dire que c'est une spécificité de l'Algérie à l'époque que de connaître des violences au moment des campagnes électorales, en tout cas des moments de forte tension ? Alors c'est ce qui m'a frappé, de constater, alors même que ça n'était pas du tout le sujet sur lequel j'investiguais, de constater l'ampleur de ce phénomène de la violence politique. Et de faire un décompte très rapide, mais je me dis, tiens, moi je croise au moins 7 morts dans les années entre 25 et 39, il me semble, en Algérie, tandis que finalement on parle beaucoup du 6 février 34 comme d'une espèce d'exception en vie politique française. Or, les départements algériens font partie de la France, donc il y a sans doute une exception à cet égard-là. Oui, et qui remonte d'ailleurs au XIXe siècle. On peut penser aux émeutes antisémites, oui, qui avaient déjà marqué la vie politique et la vie locale. Donc là, est-ce que dans la durée, on voit des phénomènes s'installer ? Oui, alors c'est ce que j'allais rajouter, c'est que finalement il y a une espèce d'exception algérienne à l'échelle française, si on considère, comme finalement c'est le cas en termes légaux, que ce sont des départements et que donc ils font partie du territoire français métropolitain. Et il y a une vie politique violente, en effet, notamment à Oran, à la fin du XIXe siècle, avec ces émeutes antisémites. En revanche, si on considère comme, il me semble quand même très légitime de le faire, l'Algérie au sein du Maghreb, ça n'est pas tout à fait exceptionnel, et on voit finalement une vie politique violente aussi dans les années 20 et 30 dans les protectorats tunisiens et marocains, vraiment qui reproduit ce genre de violence, il me semble. Oui, puis une violence aussi qui est sur les deux rives de la Méditerranée, parce qu'une chose que vous montrez de manière très frappante, c'est le poids de la guerre d'Espagne. Et ça, c'est tout à fait neuf. Moi, c'est la première fois que je lis avec autant de clarté l'effet que la guerre d'Espagne a pu avoir pour une société oranaise très fortement imprégnée d'immigrants espagnols. Oui, alors moi, c'est un des aspects de mon sujet auquel je m'attendais le moins et qui m'a le plus intéressée, c'est cette espèce de caisse de résonance que constitue l'Oranie, si proche géographiquement et puis sociologiquement du simple fait que ses habitants sont souvent des enfants d'immigrés espagnols. C'est le cas aussi d'ailleurs, ça va être le cas dans le protectorat marocain, sous influence, la zone espagnole du protectorat marocain. Ce qui, là, se passe en Algérie, c'est vraiment une espèce de reprise une traduction des conflits entre républicains et nationalistes espagnols, et puis une forme, là aussi, d'électricité, de vie politique extrêmement comme si elle était toujours en fait sur le point d'exploser. Et puis en plus, cette guerre d'Espagne a un sens très particulier pour ce milieu socialiste que vous étudiez, parce qu'évidemment, pour eux, c'est une traduction directe de leurs propres convictions, combats antifascistes. Donc, comment est-ce qu'ils se mobilisent face à la guerre d'Espagne ? Donc, il y a différentes façons de se mobiliser. En Algérie, comme en France, il existe ces initiatives de la CGT en particulier, d'envoyer des colonies d'enfants. C'est quelque chose qu'a étudié Célia Keren dans sa thèse et que je retrouve donc en Algérie et notamment dans le département d'Oran, ces colonies d'enfants qui sont importées d'une certaine façon du front espagnol pour vivre pendant la guerre civile à l'écart du front.
Il y a ces envois de vivres, mais même si en fait ça occasionne de grandes tensions avec les communistes, on lit aussi là les très difficiles relations à l'intérieur de la gauche européenne en Algérie, entre les socialistes et les communistes en particulier. Donc envoi de vivres, accueil d'enfants, donc aide humanitaire, et puis la parole, tout simplement, le fait de militer au Parti socialiste, dans les jeunesses socialistes pour l'intervention, pour la fin de la politique de non-intervention, pour l'envoi d'armes. Voilà, c'est ce genre d'actions qui sont mises en place. Dans ce contexte de 1936, ou en tout cas des années 36-39 si important, il y a aussi le projet Bloom-Violette. Et là, c'est un point sur lequel je voudrais que vous disiez un mot, parce que vous montrez d'une certaine façon l'envers de ce qu'on a l'habitude de raconter, ce projet qui est un projet relativement timide, consistant à accorder une partie, certains droits politiques à des Algériens. On sait qu'il rencontre une forte opposition du côté des colons, et ça figure bien dans l'historiographie. Ce que vous montrez, qui est relativement neuf, c'est qu'il y a un enthousiasme très fort dans la société algérienne que vous retrouvez notamment dans les réseaux proches des socialistes. Oui, c'est sans doute là qu'il est le plus fort d'ailleurs. Donc ce projet Bloom-Violette qui consiste, pour résumer, à donner la pleine nationalité et donc les droits de la citoyenneté à une minorité d'Algériens, c'est un projet qui, quand on le regarde aujourd'hui, c'est 25 000 personnes sur une population de plusieurs millions d'Algériens, est relativement modeste. Voire dérisoire. Exactement. Pourtant, il déclenche les foudres des élus français d'Algérie, et de l'autre côté, il suscite un réel enthousiasme, semble-t-il, qu'il faut évidemment prendre avec précaution, parce que quand on lit dans une note de surveillance que les Algériens s'enthousiasment, qu'est-ce que ça veut dire ? De fait, on retrouve très vite un enthousiasme matiné, un matiné d'inquiétude. Il me semble, je me souviens d'un tract de l'association des oulémas musulmans algériens qui dit « Oui, très bien, mais alors, très vite ». Faisons-le réellement, et puis ça n'est qu'un premier pas. Mais force est de constater qu'il y a un enthousiasme qu'on va retrouver dans des chansons en arabe d'Elija, dialectal, algérien. Oui, vous citez même quelqu'un qui aurait dit « Vive Hadj Bloom », ce qui est quand même très frappant d'associer Léon Blum Hadj, donc le signe d'estime pour quelqu'un qui a fait un pèlerinage, quelqu'un de vénérable. Alors c'est peut-être comme si ce texte, le projet Bloom-Violette, est moins accueilli pour lui-même que pour le changement de posture des autorités qu'il représente. Tout à fait. En fait, ce qui est central dans ce projet, c'est pas tellement que ce soit 25, 35, 45 000 personnes, c'est la possibilité qui est ménagée pour la première fois d'être un Algérien, c'est-à-dire colonisé par la France, de continuer à être soumis aux droits musulmans en ce qui concerne le statut personnel, et c'est-à-dire la famille, la filiation, l'héritage, et en même temps d'être pleinement citoyen, c'est-à-dire de voter à la fois aux élections locales, mais aussi aux élections nationales. Et ça, c'est en fait quelque chose qui n'était pas possible, où jusque-là, pour avoir le droit de vote plein et entier, il fallait être naturalisé, ce qu'on disait improprement, puisque les Algériens étaient censés être des nationaux français, et abandonner son statut personnel. Et là, pour la première fois, c'est cette possibilité qui existe. Et donc, qui est censé exister, parce que le projet, évidemment, sera torpillé. Et donc, ce qui est particulier et suscite l'enthousiasme, c'est cette idée-là qu'on puisse être à la fois algérien et citoyen, musulman et citoyen français, et donc l'idée que ce statut puisse ensuite, s'il est voté, s'élargir à d'autres couches de la population. Alors, plus largement, ça renvoie à la question que vous travaillez dans votre livre, de la rencontre entre Algériens et Français d'Algérie. Dans quelle mesure le Parti socialiste est un lieu possible de rencontre, ou avec quelles limites ? Alors, c'est un lieu de rencontre, c'est évident, en particulier au milieu des années 30, mais aussi dès les années 1910, et puis encore dans les années 40-50. C'est un lieu de rencontre globalement par le haut, parce que si on regarde qui sont les Algériens qui adhèrent au Parti socialiste, qui sont relativement nombreux, puisque dans les années 30, leur proportion est voisine de l'adhésion algérienne au Parti communiste, qui est beaucoup plus d'ailleurs visible dans l'historiographie. Donc c'est environ 1/6 du parti autour de 1936, 37, 38.
Sauf que ces Algériens sont extrêmement minoritaires. Déjà que les Français qui font partie de ces sections, de ces fédérations, sont minoritaires, mais plutôt en termes politiques, puisqu'ils sont socialistes. Là, ils sont en contact avec des gens qui sont des grands minoritaires en termes sociaux et culturels, puisque ce sont des gens qui sont allés à l'école, ce sont des gens qui sont alphabétisés, ce sont des gens qui, pour une grande partie d'entre eux, sont des fonctionnaires, des intermédiaires de l'administration coloniale. Oui, donc, la rencontre en fait a déjà eu lieu et le Parti socialiste est le lieu où elle prend un tour idéologique, mais finalement elle a eu lieu sur le plan scolaire et sociologique auparavant. Exactement, c'est assez peu une porte d'entrée, c'est-à-dire que j'ai plutôt le sentiment que l'adhésion au Parti socialiste vient parachever un parcours, même si ce qui est intéressant c'est que là encore, l'image, le portrait robot doit être un petit peu complexifié parce que certains de ces Algériens sont professeurs d'arabe, voire professeurs dans une médersa réformiste, c'est-à-dire pas du tout pour l'État français, mais pour l'association d'Aoulama. Ils peuvent très bien, dans leur costume, s'habiller à l'algérienne, porter une chéchia, ne pas nécessairement s'identifier, en tout cas parfaitement au colon, celui qu'on appellera plus tard le pied noir. Alors vous montrez en même temps que ce bref moment de rencontre, d'enthousiasme, surtout au milieu des années 30, n'est pas durable, qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a une forme d'inadaptation de ces socialistes d'Algérie au monde qui change, au nationalisme algérien qui émerge, qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre. Alors j'ai un peu l'impression en vous lisant que peut-être certains sont trop internationalistes dans leurs convictions pour comprendre ce qu'est ce nationalisme, que ça cadre pas du tout avec leur vision, et puis aussi pour des raisons peut-être plus prosaïques. Vous parlez en particulier des événements de Sétif en 1945, où il y a des socialistes algériens qui sont du côté de la répression. Tout à fait. En fait, la pensée du problème colonial algérien, dès le départ, elle est contradictoire, enfin en tout cas elle montre qu'il y a de très fortes contradictions à l'œuvre, parce que finalement dès le débat sur l'adhésion ou non à la Troisième Internationale, on voit poindre ces questions-là, et la tension évidente entre internationalisme et nationalisme qui va se retrouver finalement tout au long de l'histoire socialiste en Algérie. Même s'il y a des tentatives de la dépasser, notamment en essayant dans la dynamique du Front populaire, puis après la Seconde Guerre mondiale, d'abandonner l'assimilation et de penser une société et une situation algérienne qui serait propre et qui commanderait par exemple qu'on ait à côté de la langue française une autre langue officielle qui serait la langue arabe en Algérie, ce qui est quand même pour des socialistes venant finalement de leur référentiel relativement nouveau. Il y a une inadaptation également parce que, dans le fond, s'ils arrivent, il me semble, à se séparer du mot d'assimilation et du mot d'ordre, cette tension, elle reste à l'œuvre. Et on le voit en effet en 1945, pas tant à Sétif qu'à Guelma, en fait, qui est un cas assez particulier parce qu'il n'y a pas d'émeute. Il y a comme dans plusieurs autres endroits d'Algérie, une manifestation nationaliste pour la libération des chefs du PPA-MTLD, qui ne donne pas lieu à une émeute, mais donne lieu à une contre-insurrection, enfin c'est un peu compliqué de le dire, vu qu'il n'y a pas d'insurrection. Jean-Pierre Perroulou appelle une subversion coloniale dans l'Algérie française. Voilà, c'est le livre de Perroulou qui en parle très très bien. Et en fait, il y a une milice française qui se met en place à Guelma et qui est dirigée par le socialiste local, Garivet, qui siège également au tribunal de salut public, qui va envoyer des centaines d'Algériens à la mort, enfin qui va les exécuter sommairement, au nom de la préservation d'un ordre colonial français donc c'est finalement le moment, de la peur de la subversion nationaliste. Voilà, c'est le moment où la contradiction éclate et devient intenable. C'est aussi le moment où les socialistes sont concurrencés plus efficacement par les communistes qui, vous le dites, ont accepté de s'algérianiser peut-être davantage, alors que les socialistes ne prennent pas ce tournant. Voilà, en fait, il me semble que pour les socialistes, ça n'est pas pertinent. Le mot d'ordre d'arabisation qui est lancé dès le milieu des années 30 chez les communistes n'est pas pertinent en termes socialistes, puisque on ne doit pas parler finalement ni d'ethnie ni de religion, et le parti se dit toujours ouvert et finalement légitime au-delà des questions de dogme, de religion et d'origine. Ce qui l'empêche de penser ce problème dans le fond, et le lui interdit, il s'y oppose d'une certaine façon, ce qui fait qu'en effet il perd du terrain social, parce qu'à partir du moment où le projet Bloom-Violette est finalement abandonné, en l'absence de politique réellement
en direction des Algériens, le parti se vide de ses membres algériens et perd prise, et perd aussi, finalement, ce qui moi m'a intéressé, c'était de voir, je fais juste une courte incise méthodologique, mais de voir que les discours sont jamais déconnectés, bon, on s'en doutait, de la réalité, mais que sans doute ce qui permet au Parti Socialiste de faire un tel aggiornamento, c'est le fait d'avoir à un moment cette ouverture sociale, et quand elle se referme, on voit finalement se scléroser aussi leur doctrine et leur programme, qui les rend de plus en plus incapables de comprendre même la revendication nationaliste. Alors c'est un livre qui a également une résonance contemporaine, à une époque où on entend parfois que la France a été d'une grande générosité pour l'Algérie en construisant des écoles, des routes et des ponts. C'est un discours qui est parfois tenu dans la sphère politique en particulier. Quel regard vous portez sur un petit peu cette nostalgie du passé colonial algérien à la lumière de vos recherches ? Alors elle me frappe, cette nostalgie, et elle me frappe dans son inadéquation à la réalité, finalement, quand on nous dit mais écoutez, malgré tout, la France a tellement dépensé pour l'Algérie, notamment a mis en place des infrastructures, des écoles, et ça, en fait, il me semble que c'est important de dire que les gens qui ont milité pour cela, précisément, étaient minoritaires et ont échoué. Les socialistes algériens que vous étudiez, effectivement, eux avaient un projet, disons, d'émancipation par l'école un peu classiquement républicain qu'ils essayaient de transposer dans l'Algérie coloniale. Exactement. En fait, ces gens-là, sans doute assez naïvement, mais également assez sincèrement, ont demandé sans cesse, finalement, partout où ils le pouvaient, quand ils étaient élus dans les chambres, quand ils ne l'étaient pas dans les manifestations, dans leur presse, etc., la construction d'écoles, des plans d'industrialisation, la construction d'infrastructures médicales, etc. Et systématiquement, on leur a répondu que c'était trop cher et que le budget de l'Algérie ne devait pas servir à ça. Et donc je trouve que finalement, il y a une espèce de renversement très curieux et très ironique à entendre aujourd'hui mais que la France dans son effort colonial aurait permis de moderniser les structures. C'est totalement faux, et ça me fait penser à une expérience que j'ai eue récemment, puisque à Grenoble, je suis intervenue dans une série de séances de l'Université populaire du quartier de la Villeneuve, qui est un quartier d'immigration et un quartier qui a fait parler de lui, notamment pour ses émeutes. Et j'ai animé donc une série de séances sur l'Algérie, et je me suis retrouvée face à un public d'Algériens ou de Franco-Algériens, souvent ouvriers, immigrés, sur un parcours relativement classique, et qui me demandaient de leur dire si c'était vrai que la France avait scolarisé. Et je me souviens de Mohamed qui me dit « mais je comprends pas, tout le monde me dit, là... En Algérie, il y avait des écoles, mais moi, j'y suis pas allée, personne autour de moi y est allé, c'est quoi cette histoire ?» Et c'était tellement... J'avais l'impression de résoudre quelque chose quasiment existentiel chez lui, qui a une 60aine d'années aujourd'hui, en lui disant « non, structurellement, c'est faux. En 1954, il y avait au maximum 15% d'enfants algériens qui étaient scolarisés. » Merci beaucoup Claire Marinova. Est-ce que pour finir, je peux vous demander un conseil de lecture, pas forcément d'ailleurs sur votre travail, mais plus largement pour ceux et celles qui nous écoutent? Alors je pense à un livre que j'ai lu récemment de Marcel Loridan-Evans, qui s'appelle L'amour après, et qui m'a amusée parce que j'avais lu il y a quelques années La vie après de Virginie Linhart. Et donc ces deux livres parlent de la vie ou l'amour après la déportation. Et c'est un très beau livre d'une femme libre, d'une femme indépendante et d'une femme qui entend mener une vie sexuelle moderne après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un livre qui m'a beaucoup plu, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.